avec les amis Conquerax, Chris et Edouard. Comment allez-vous, mes copains? Ça va nickel. Très bien, et Impec. toi? Ah bah écoutez, j'ai envie de vous dire, ça va. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vais faire comme tout à l'heure avec Asenka et Karaté. Je vais vous dire exactement la même chose. Je suis heureux, mais je suis très triste parce que j'aurais bien aimé être avec vous vraiment de visu, comme ça, là, tu vois, en chair et en os. Vous tâtez, vous enlevez vos t-shirts, qu'on soit nus dans une chambre, comme ça, quoi. Tu vois. Comme l'année dernière. Comme l'année dernière. Comme ça tout de suite. Bah, tu parles d'introduction. Attention, on va être strike sur Twitch. Calmons-nous quand même. Calmons-nous. En tout cas, je suis très heureux que vous soyez avec moi pour cette conférence. Vraiment, ça me fait très plaisir. Là, j'ai envie de vous dire, c'est la famille. Il y a la famille là, réunie. Il y a le sang. Là, on peut pas faire mieux. Conquerax, Chris, Edouard, on a le trio. Oh. J'ai presque envie de vous dire que c'est bizarre quand je vous vois pas, quand je vous vois seul, un par un. Tu vois, c'est quand je vous vois tous les trois, là, je suis content. On est un peu comme les queer, hein, c'est ça. Hein. L'année dernière, on s'était régalé, Fred. Tu te rappelles, c'était l'année dernière, excellent. c'était Le énorme, quiz, le quiz de l'année dernière, c'était. Je crois que c'était un moment marquant. Moi, ça m'a marqué dans ma vie dans toutes les conventions que j'ai faites. On a tellement rigolé. L'argent. Il y a eu des questions. L'homme le plus riche du monde, le youtubeur le plus riche du monde, il est avec nous. Il est là. Conquerax. Attends, attendez. tu te rappelles Super Flame, le pauvre, la question. Il s'est fait défoncer. C'était n'importe quoi. Ah non, mais c'était. Mais l'année prochaine, vous savez quoi? Je vais organiser un truc de fou. L'année prochaine, si on me laisse gérer une animation avec vous, je vais organiser quelque chose. Vous allez péter un câble. Je vous promets, ça va être. Commencez à vous entraîner. Je pense qu'année prochaine, vous allez prendre très cher. Je vous le dis. On verra ça. Pour l'instant, malheureusement, nous sommes juste online, les copains. Donc, je vous rappelle, il y a Conquerax avec nous. Il y a Chris. Salut. Il y a Edouard. Alors, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de dire Chris Clippel. Moi, je dis toujours Chris Liberty. Mais Chris Liberty, c'est très bien. Chris Liberty, ça te va? Ça te convient ou pas? C'est très bien. En plus, c'est bien parce que tous les trois, vous avez quand même ce rapport rétro et ce rapport un petit peu, vous savez, il y a le Crash qui est sorti, le Crash 4. Ah oui. Donc, je voulais savoir si les trois, vous l'avez testé déjà. Carrément. Obligé. Moi non. Edouard, tu l'as pas testé encore? Non, pas encore. Mais j'ai un petit peu regardé un des lives rapidos, mais je l'ai pas testé. Non, j'ai pas eu cette chance. Attends, Conquerax, tu sais que tu es en train de montrer le jeu. Et moi, le seul truc qui me choque, c'est que tu as le jeu sur PS2 qui vaut le plus cher au monde derrière toi. Tu as bien mis en avant. Le jeu sur... Oh, le Rule of Rose. Mais bien sûr. Ah, le plus cher au monde. Ah, peut-être que c'est un des plus chers. Oui, c'est un des plus chers sur PS2. Attends. Il faut savoir ce jeu-là, c'est quand même. Alors ça, c'est un titre qui est quand même, qui a quand même une histoire extrêmement particulière. Déjà, c'est un jeu qui prête à débat, mais c'est surtout l'un des jeux les plus chers sur la PS2. À trouver. Je regarde combien je l'ai payé. Je l'ai payé 99 €. Merde, je sais pas si on voit. Voilà. Et donc, ce qui est un bon prix pour Rule of Rose, faut savoir. Rule of Rose, c'est un jeu qui aujourd'hui est très recherché, notamment par son histoire, puisque en effet, il y a eu. J'avais fait une grosse enquête sur le sujet, mais en gros, le Parlement italien avait fortement interdit le jeu, considérant qu'il y avait des choses qui se passaient avec des enfants, etc. Chose qui est totalement. Alors, effectivement, vous incarnez une jeune fille et tout, mais il n'y a pas du tout ce qui s'est passé. Les politiques avaient fortement menti à ce sujet pour interdire le jeu. Atlus s'était d'ailleurs bien battu à l'époque pour que ça sorte, l'éditeur. Et au final, c'est un jeu aujourd'hui qui a été très limité avec toutes ces polémiques en termes d'édition, et donc qui est extrêmement compliqué à trouver, un peu comme le Conker's Bad Fur Day, finalement, chez nous, qui a été très limité par THQ, qui avait pris le risque à l'époque de l'éditer en France. Et voilà, c'est des jeux que vous ne trouvez pas à tous les coins de rue. Ouais, c'est clair. D'accord. Bon, les amis, en tout cas, merci d'être avec nous. Vous avez toujours vos actualités. Moi, je vais commencer par quelque chose qui est très simple, c'est qu'on vous connaît en tant que youtubeur, on en parlait en amont, mais maintenant, on vous voit pas mal aussi sur Twitch. Alors, comment ça se passe sur Twitch? Ça vous intéresse tant que ça? Je sais que Edouard, Conquerax, on vous voit pas mal sur Twitch. Alors, c'est quoi, pour vous, la différence? Alors, même si elle est flagrante, est-ce que vous prenez autant de plaisir à faire du Twitch qu'à faire des vidéos YouTube?
Twitch et YouTube, déjà, c'est deux choses extrêmement différentes. Il faut savoir que Oui. un bon YouTuber n'est pas forcément un bon animateur, un bon streamer, parce que moi j'appelle ça un animateur finalement, un streamer. Je veux dire, toi Fred, tu sais de quoi, enfin, tu sais ce qu'il en est. Oui. C'est extrêmement différent comme métier, j'ai envie de dire, si tel est le métier, ou en tout cas comme activité. Et effectivement, tu peux être très bon YouTuber et mauvais streamer, inversement, quoi. Mais Non, vas-y, je n'ai D'accord. rien dit. Je bois tes paroles. Non, mais il y a pas de souci. Et en fait, qu'est-ce que je disais, voilà. Et donc, Twitch, c'est une interaction qui est directe, qui est très différente, puisque on est là, on va réagir face aux commentaires. T'as aussi pas le droit à l'erreur en direct, et ça il faut le dire, parce que sur YouTube, tu peux cut tes vidéos, tu sais, toi, tu dis une bêtise. Bon, bah, c'est pas grave, Oui. au montage, tu coupes. Si ça tombe en direct, t'es embêté. Et donc, il y a constamment un espèce de contrôle de soi que tu dois avoir, un espèce de self-control qui est assez intense. Et il se passe des choses en direct, tu vois. C'est-à-dire que quand on s'abonne, bah, ça te procure un espèce de petit bonheur, tu vois, direct comme ça. Quand il y a des dons, etc., évidemment, les subs et tout, ça peut partir dans une folie assez incommensurable. Et ouais, voilà. Après, le stream, ce qu'il y a de bien, par contre, c'est que tu joues vraiment en direct avec les gens, que tu peux vraiment débattre autour du jeu directement avec eux. Et ça, c'est assez intéressant. Même si moi, je reste fervent youtubeur avant tout. C'est deux choses qui se ça reste. Voilà, bien. Moi, je suis d'accord parce que ça reste quand même votre travail. J'ai envie de dire que tout le Twitch à côté, c'est le petit plus qui fait qu'il y a une proximité qui s'installe avec vos communautés. Vous voyez, la proximité, Exactement. vous n'avez pas nécessairement avec vos vidéos YouTube. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est un plus. C'est vraiment un plus. Et le truc, je me rappelle, on en avait parlé avec toi, Edouard, et peut-être avec toi aussi, Conk, c'est quand je vous disais, c'est marrant parce que vous faites du rétro, vous faites des émissions YouTube et on ne vous voit pas pour l'instant sur Twitch, alors que vous avez je pense, ce qu'il faut pour faire vraiment du Twitch, parce que vous parlez de jeux vidéo, mais on ne vous voit pas jouer aux jeux vidéo. C'est vrai. On ne vous connaît on en pas. avait parlé, ouais. Et attention, hein, quand je dis ça, même pour toi, Edouard, ou toi, Axel, c'est pas péjoratif ce que je dis là. Non, bien sûr. Vous traitez du jeu vidéo, vous parlez, pour toi, Edouard, tes souvenirs en tant que vraiment gamer et autres, mais on ne vous connaît pas en tant que joueur. On ne sait pas à quoi vous jouez, on ne sait pas comment vous jouez, quel est votre niveau de skill. Et je pense que ce qui est intéressant, justement, quand on est youtubeur jeux vidéo et qu'on ne fait pas de vidéos de let's play ou autre, eh bien, c'est d'apporter ce petit plus à la communauté pour montrer un petit peu que oui, on parle de jeux vidéo, mais oui, on est des joueurs aussi. On a ce côté-là, quoi. Et je sais pas, Edouard, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, j'irais même plus loin que juste le côté joueur. Je dirais. Attends, Edouard, on n'a pas le micro non plus. On n'a plus le micro avec Edouard. On va donc faire cette émission toute seule avec Conquerax. Eh ben écoute, Fred, avec plaisir. Tu veux que je peux répondre à ta question en attendant, si tu as envie. Ah, ça y est. C'est bon, on t'entend. Oui, on t'entend. Ah, ok. C'est bon, ça y est. Ouais, donc ce que j'allais dire, c'est moi j'irais encore plus loin que simplement nous connaître en tant que joueur, c'est nous connaître en tant que personne, parce que sur YouTube, t'as un texte qui est écrit, tu joues face caméra et mine de rien, t'es pas tout à fait naturel parce que tu fais le comédien quoi qu'il en soit, tu récites ton texte et juste découvrir la personne au-delà du personnage YouTube, je pense que déjà c'est une bonne chose pour la communauté. Et juste, je terminerai là-dessus, c'est vrai que je m'en souviens Fred que tu m'en avais parlé et j'étais très réfractaire moi au live, je me disais c'est pas mon truc, jouer en direct c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et une fois, je sais plus pourquoi, j'avais testé ça un petit peu par hasard, j'avais fait un live Donkey Kong Country sur YouTube et j'ai trouvé ça génial. L'échange avec la communauté, je me suis dit mais c'est trop cool et c'est trop fun comme truc. Et ensuite j'en ai parlé longtemps avec Conquerax en lui demandant qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais YouTube Live ou est-ce que je fais Twitch pour faire de temps en temps des streams, on en avait discuté longtemps et j'ai plutôt opté sous les conseils de Conquerax et de quelques autres pour Twitch et effectivement c'est vraiment cool. En fait, c'est hyper complémentaire. Ce qu'il y a de bien, c'est quand tu fais du Twitch, tu vois, par rapport à du live YouTube, c'est que, en fait, bon, déjà, c'est un autre challenge. C'est-à-dire qu'en fait, moi, à titre personnel, Twitch, il est pris un peu comme un challenge. Je me suis dit, est-ce que des gens qui me suivent sur YouTube vont partir sur Twitch pour me suivre et peut-être me découvrir en tant que joueur, tu vois. Voilà. Et je me suis fixé ce petit challenge personnel et je me suis dit, allez, je vais tenter. Et ça c'est... En fait, moi, j'ai une chaîne Twitch depuis très longtemps, Fred. J'ai une chaîne Twitch depuis 4 ans.
au moins. Ah, Et d'accord. en fait, qui était là, et il y avait à peu près 2000 abonnés, mais je ne faisais jamais de Twitch. Peut-être quelques fois, tu vois, j'ai dû en faire une dizaine dans l'année, et après j'avais totalement mis à l'abandon et je faisais des lives YouTube. Et mais des lives YouTube où plus je parlais, si tu veux, avec les gens, etc., plutôt que du let's play, donc c'était assez différent. Et finalement, il s'avère qu'il y a eu le confinement, qui a joué un grand rôle. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont allés sur Twitch pendant ce confinement et qui ont voulu se réfugier un peu quelque part dans une proximité avec les gens qui peuvent apprécier ou avec des joueurs, tu vois. Et donc, je me suis dit, je vais la reprendre, je vais tenter ce challenge, et puis je suis très content de l'avoir fait. Et c'est pour ça que j'ai donné ce conseil à Edouard. Ça permet de varier les communautés aussi, de toucher un autre public peut-être qui n'est pas forcément très YouTube. Et voilà, et c'est pas évident, hein. C'est pas évident, même pour un YouTuber, je vais dire, on a des chaînes aujourd'hui, on a 100 000 ou 200 000 personnes, t'arrives là-bas, c'est un tout nouveau challenge, tu n'as rien d'acquis, tu n'as rien d'acquis quand tu es sur Twitch. C'est la jungle. C'est la jungle, il faut pas c'est oublier, incroyable. Il faut pas oublier que les stats que vous feriez peut-être sur YouTube, en live, ne seront jamais les stats x10, hein. que vous allez faire sur Twitch. C'est du x10, mec. C'est clair. Vraiment, moi je te le dis, hein, j'ai fait un live anniversaire. On était. Et d'ailleurs, je voulais faire un coucou à Akin, qui devait être avec nous normalement, Akin Fiv, et qui n'a pas pu être avec pour un problème technique. Ah, coucou Akin. Un gros bisou, et qui est là. Ça nous fait de la peine, ça me fait de la peine parce que c'est un très bon ami, donc je vais lui faire un gros bisou. Mais qu'est-ce que je disais? Ouais, non, évidemment, moi, si tu veux, pour te donner la comparaison, j'ai fait un stream en avril pour mon anniversaire sur YouTube. C'était mon dernier stream YouTube, et on était 800. D'accord. Voilà. 800, c'est ce qui est énorme. Et là, sur Twitch, on est 100. Et je suis déjà très content quand on est 100. Mais tu divises ton public par 8, hein, par 10 même, des fois. Donc c'est un risque que tu prends quelque part, mais un challenge. Est-ce que alors, je pense que je connais la réponse d'Edouard, et je pense connaître ta réponse aussi. Demain, vous touchez autant quand vous allez faire du live que de faire une vidéo YouTube. Est-ce que pour autant, vous lâcheriez les vidéos YouTube? Moi, non. Mais moi, jamais. Jamais. Moi, jamais. Jamais. Non, jamais. Sinon, mais en fait, non, mais honnêtement, en plus, c'est vraiment pas une question de pognon. Sinon, si c'est ça, moi, demain, si vraiment je me sens plus à l'aise sur Twitch et je serais prêt à lâcher YouTube pour Twitch, je me lance à fond dans Twitch et j'essaye de faire 3 streams par jour. Voilà. Chez YouTube. Ouais. Non, YouTube, moi, l'écriture, le tournage, c'est vraiment ma passion number one. Et voilà, Edouard et Conquerax. C'est la réponse que je voulais entendre, bordel de merde. C'est bon. Et là, voilà, ta réponse. Pas l'argent, c'est pour ça qu'avec Edouard, on s'entend bien, parce que je pense souvent, et on a un peu les mêmes, on se donne souvent des conseils, on essaye de demander à l'un ou l'autre, parce que en fait, on a cette même vision de YouTube, et on s'est lancé un peu en même temps sur Twitch, je vais dire, et du coup, c'est vrai que YouTube, c'est très gratifiant quand même d'aboutir à une création finale. C'est pas exactement la même chose. Tu vois, quand tu as l'écriture, tu as des cuts à faire, tu as tout un montage, ça prend des fois 1 semaine, 2 semaines. Moi, une vidéo d'enquête, elle peut me prendre 1 mois. Ouais, vous m'entendez là? On t'entend, Chris. On t'entend, ouais. On te voit plus, on t'entend. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu peux revenir avec nous, mon ami. Vas-y, viens. Fais-toi une place. Ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir. Je sais pas ce qui s'est passé. Un grand écran en plus. Je te coupe pas, Conquet, vas-y, hein, c'était tellement très intéressant ce que tu dis, donc vas-y. Fini. Non, voilà, c'était simplement pour dire que je veux dire, le plaisir que tu as à proposer une création, alors des fois qui peut être moins bien reçu qu'une autre. Mais, on m'entend? Oui, on t'entend. Moi, je t'entends. Ah, d'accord, ok, c'est Chris qui m'entend plus apparemment. Mais voilà, c'est ça, quoi, c'est surtout ça. Attends, je me permets juste... Je me permets juste de conclure sur ce que disait Conquerax. Je pense aussi que maintenant que, je connais un peu Conquerax quand même depuis le temps, et je sais qu'on a quelque chose qu'on partage tous les deux aussi, c'est la passion du travail, mine de rien. Tu peux pas être sur YouTube si t'es pas un minimum bosseur. Et préparer des vidéos toutes les semaines, voire Conquerax, c'est encore pire, c'est 2-3 par semaine par moment, voire plus avec ta seconde chaîne maintenant. Si t'es pas un minimum bosseur, et moi quand je vois Conquerax, il est toujours avec son portable prêt à continuer son montage, ou je me dis waouh, le bosseur quoi. Et je pense que c'est ça qui est aussi nous mine de rien. Tu sais pourquoi, Edouard? Sur YouTube. Tu sais pourquoi, Edouard aussi? Tu sais pourquoi? Vas-y, je sais ce qu'il va dire. C'est à cause de l'argent, ça.
Il veut gagner, beaucoup plus. C'est pour ça, voilà. En plus, le mec, ce qu'il dit en plus, c'est que tout ce qu'il fait, il réussit. Parce qu'il faut quand même dire, il a relancé sa chaîne secondaire. Le mec, en moins de 2 mois, tendance France. Donc franchement, faut quand même avouer, voilà, il y a aussi du talent. Hein, donc bravo encore mon coquin, parce que c'est vrai que voilà, c'est vrai que on a tendance à beaucoup dire, oui, bon, YouTube, voilà, les mecs font que des vidéos. Ouais, bon, que des vidéos, faut savoir aussi ce que c'est que des vidéos, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas l'envers du décor. C'est un peu un métier à double tranchant où voilà, enfin, t'apprends par exemple une mauvaise nouvelle, t'es pas bien, t'as une vidéo à faire, ben tant pis en fait, faut que tu souris, faut que tu ailles au-delà, faut que tu passes pas à tous tes problèmes. C'est très dur, compliqué, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui minimisent le métier. Hein. Et ça, c'est une problématique. C'est-à-dire que moi, alors maintenant, j'ai l'impression qu'avec, il y a une évolution réelle, je trouve, des mentalités sur ce point-là. Mais il y a 6 ans, quand j'ai commencé YouTube, bon, déjà, il faut savoir que pour en vivre, pendant 5 ans, j'en ai pas vécu. Hein, donc, c'est-à-dire que je travaillais normalement, je continuais mes études, etc. Donc, ça prend un temps énorme. Et puis, les premiers mois, quand j'ai décidé vraiment de me lancer à fond sur YouTube à titre personnel et de me dire, allez, j'en vis, il faut savoir qu'il y a des fins de mois qui étaient extrêmement compliquées, voire vraiment, j'étais dans le rouge au niveau banque, voilà, tout simplement, pour payer mon loyer et tout. Je le dis pas souvent, mais c'est une prise de risque. Mais je me dis, ça vaut tout l'or du monde d'être, entre guillemets, son propre décideur. Et c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu tenter l'aventure. Je me suis dit, au pire des cas, autre chose. J'irai bosser ailleurs. Et il y a beaucoup de personnes qui ne doutent pas que pour personnes qui ont pu en arriver là. Alors moi, en plus, je vis même pas encore de YouTube. Moi, mon métier, je suis responsable éditorial jeux vidéo sur le site Presse Citron. Donc YouTube, c'est juste une passion. Et oui. Justement, Chris, je voulais que tu nous balances un petit peu ton actualité. Tu nous expliques un petit peu, pour les gens qui ne te connaîtraient pas justement, tu nous expliques un petit peu ce que tu fais. Là, tu viens déjà de commencer, et un petit peu ton actualité en ce moment, vers où tu vas, et on en viendra justement aussi à Conquerax, à Edouard aussi, nous expliquer un petit peu ce que va être le futur. Ensuite, après, je reviens, on attaquera une partie qui va être plus personnelle. L'argent. Ça va être... Non. Alors, non, ça sera le rétro gaming. Je vais vous demander pas mal de souvenirs. Je vais vous demander, on parlera rétro. On va parler rétro tous ensemble. Donc c'est un petit peu la thématique du serveur Retro Game. Donc je sais que les gens vous connaissent, je sais que les gens vous suivent, mais moi j'ai envie d'en savoir plus sur vous, sur le jeu vidéo. Voilà, c'est tout. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est beau. Chris, vas-y alors. Voilà, moi, en fait, mon métier, c'est journaliste. Je suis responsable de la section jeux vidéo sur le site Presse Citron, qui est un site high-tech à la base, qui fait partie du top 5 des sites high-tech en France et qui ont voulu lancer un peu leur section jeux vidéo. Donc, c'est moi qui m'en occupe avec mon collègue Stéphane. Donc, je fais un coucou à toutes les équipes. Et à côté, c'est vrai que je suis un grand fan de jeux vidéo et ça fait donc 6 ans que je gère un site Rockstar Games, donc Rockstar Mag, qui est officialisé par Rockstar Games avec sa chaîne YouTube. Donc on est plus de 120 000 sur YouTube et en fait on est vraiment spécialisé autour de l'actualité des jeux et du studio Rockstar. Et donc voilà, c'était la petite fierté d'être approuvé par Rockstar, d'avoir pu les rencontrer déjà lors de l'E3. Je devais aller dans leurs locaux à New York en mars, mais Covid oblige, j'ai pas pu y aller, malheureusement c'est repoussé. Et en fait, vu le succès de Rockstar Mag et de la communauté qu'on a pu réunir, parce que je suis plusieurs, j'ai un staff, j'ai lancé le même système autour de Naughty Dog, parce que c'est mon deuxième studio coup de cœur, donc ça fait 1 an qu'on a pu lancer Naughty Dog Mag. Et donc voilà, moi c'est mes principales actualités, c'est-à-dire que voilà, journaliste, là c'est assez chargé parce qu'il y a l'arrivée apparemment de 2 petites consoles qui arrivent à partir de novembre du côté de PlayStation et d'Xbox, enfin 3 même avec les 2 Xbox, donc c'est assez chargé. Donc j'ai un peu délaissé YouTube et Rockstar Mag et Naughty Dog Mag, mais voilà. Et c'est vrai que j'avais fait un peu de Twitch pendant le confinement parce que ma communauté, je voyais qu'en fait les personnes qui étaient là le vivaient assez mal. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est convivial? C'est l'apéro. Pourquoi on ne ferait pas l'apéro du JV tous les jours de 18h à 19h? On invite tout le monde. Et moi, c'est vrai que j'ai un concept où j'aime pas faire de différence. J'invite tout le monde. C'est-à-dire qu'on a pu recevoir dans la même émission un Bruce qui est pensé, qui est passé dans le live, qui avait plusieurs millions d'abonnés.
et en face, une personne qui n'avait jamais fait de live, même pas un Skype avec sa famille. On a réuni tout le monde, les influenceurs, les journalistes, les abonnés, tout ça. Et moi, c'est ce mélange que j'adore et qui était vraiment incroyable. On me demande beaucoup si ça va repartir. Donc, c'est vrai que là, pour moi, je peux pas trop Twitch parce que, comme j'ai dit, vu tout le travail qui va arriver autour de la next gen, pour moi, je ne peux pas. Mais ça va revenir, ça va repartir. Il y a de grosses idées qui arrivent et je suis aussi très, très investi dans le caritatif. Moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Ça fait déjà 2 ans que j'ai lancé le Grand Tour NSTG. Donc, l'idée, en fait, c'est de faire un tour de France et partir à la rencontre de personnes en situation de handicap et de parler de handicap dans le jeu vidéo. Et sur ça, il y a des projets qui vont aussi arriver. Donc voilà, ça va être plutôt sympa fin 2020-2021. Donc voilà, et c'est un grand plaisir du coup de pouvoir être avec vous et de partager tout cela. Eh bien, écoutez, parfait. Merci, Chris. Déjà, on en sait un peu plus De rien. par rapport à toi, effectivement. N'hésitez pas à le suivre déjà sur Twitter, Chris Liberty. Vous pouvez y aller. Sur YouTube, c'est quoi déjà ta page, Chris? Alors sur YouTube, c'est Rockstar Mag pour Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, enfin tous les réseaux, c'est ça, tous les réseaux Rockstar Mag, tous les réseaux Naughty Dog Mag. Et pour moi, donc c'est Chris Liberty, pareil, sur Instagram et Twitter. C'est les 2 réseaux où je suis le plus on va dire le plus actif. Et ma petite chaîne YouTube à moi qui est vraiment très secondaire, c'est Liberties, où dessus, c'est là où je mets mes projets caritatifs, je mets des petites vidéos, des billets d'humeur quand j'ai envie. Donc voilà. Bon, les gars, c'est le Savoir Rétro Game. Dans Savoir Rétro Game, il y a rétro. Il y a du rétro gaming, ok? Alors moi, j'ai une question simple pour vous 3. On va commencer par Conquerax, Chris, Edouard. Vous allez répondre très tranquillement. Je voulais savoir quelle a été votre première approche dans l'univers du jeu vidéo. Quel a été le premier contact de jeu vidéo? Quelle est votre première console? Comment ça s'est passé? Vraiment. Qu'est-ce qui vous a aimé? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Écoute, pour te répondre, moi c'est très simple. En fait, je pense, je devais avoir 3-4 ans, vraiment, et je m'en rappelle encore. La première fois que j'ai vu une console de jeu de toute ma vie, ou du moins dans mes souvenirs, c'est mon papa qui en fait jouait à la NES avec à Duck Hunt. Donc en fait au début je me disais putain mais c'est quoi ce flingue orange là? Qu'est-ce que c'est devant l'écran? Qu'est-ce qu'il fait mon père? Il tire sur des canards, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je voyais des canards comme ça qui passaient et en fait je me rappelle c'est la première fois que j'ai vu ça de mes yeux et j'ai pu tenir le pistolet. Il m'a montré genre j'étais comme ça avec les canards, je comprenais rien et j'ai encore ce souvenir qui est gravé en moi parce que c'est un truc, enfin je sais pas comment expliquer, pour moi c'était tellement révolutionnaire et incroyable. Voilà le zapper. Alors toi il est gris mais il y avait le zapper orange aussi, me semble-t-il. C'est parce qu'il est gris parce que c'est la version américaine. Qui a été interdite après parce qu'elle ressemblait trop à une arme. Et ouais, voilà, c'est ça exactement. Donc ils ont fait la couleur orange effectivement. Et donc mon père jouait à Duck Hunt comme ça. C'est le premier jeu vidéo que j'ai, en tout cas en souvenir. Alors peut-être qu'il jouait à autre chose avant, mais je ne me rappelle plus. Et ça m'a tellement marqué cette expérience que depuis ce jour, je pense qu'en moi j'ai eu le JV, voilà, grâce à mon papa. Et c'est fou parce que mon père aujourd'hui il joue plus trop aux jeux vidéo et tout, alors qu'on aurait pu penser que voilà. Mais en tout cas à l'époque vraiment, je veux dire dans les années 90, mon père aimait beaucoup jouer notamment aux FPS, alors tous les FPS. Alors moi j'avais le souvenir de grandes parties sur GoldenEye 007 avec lui. On se réunissait 2-3 fois par semaine, on se faisait des parties, on se cherchait sur la map et c'était incroyable. Et la première véritable console que j'ai eu en ma possession, alors juste avant, il y avait chez ma grand-mère, il y avait une Super Nintendo en fait, et ça appartenait à mes oncles. Donc j'avais joué à Batman Forever notamment sur Super Nintendo. J'avais joué à Super Mario World. Ça c'était mon premier véritable. Alors bien sûr, il y avait Super Mario Bros sur NES que mon père avait, mais le premier contact véritable que j'ai eu moi, manette en main, où je comprenais quelque chose, c'était Super Mario World et avec un Mario, je veux dire. Il y avait Street Fighter 2 aussi, qui était mon premier vrai jeu de baston que j'ai pu tâter. Et ensuite, ma première console possédée, c'était la 64. Et là, la 64, c'est vraiment ce qui a lancé, je veux dire, cet amour profond du jeu vidéo, parce que quand mon père est arrivé avec cette 64 chez moi, j'y croyais absolument pas. Je suis devenu fou, je vous le dis. Et avec Mario 64, donc exceptionnel, bien évidemment. Quand moi j'ai inséré la cartouche de Mario 64, je lisais des magazines, je voyais des images, mais j'y croyais pas que c'était chez moi. Et que j'avais vraiment Mario 64 et que Mario sortait du tuyau comme ça au début dans le château de la princesse Peach, c'était une folie. Voilà. Et je crois que ce jour-là, ça a tellement bouleversé ma vie de gamer que je me suis dit ok, le jeu vidéo c'est vraiment quelque chose qui est gravé en moi. Et voilà, mais du coup, tu étais trop jeune pour pouvoir jouer à la NES de ton père? Tu as jamais vraiment tâté la NES de ton père? Franchement, j'ai dû la tâter parce qu'on avait, je me souviens plus quel jeu de basket, notamment un des premiers jeux de basket sur NES. Toi qui connais bien la NES, Fred, tu dois un dunk quelque chose. Je me souviens plus exactement non, le nom. C'était Dribble, je sais pas quoi, il me semble. Peut-être, ouais, exactement. Ouais.
Exactement. Et donc ça, c'était un jeu, je me souviens y avoir joué, Super Mario Bros. On y jouait un peu avec mon papa, mais comme ça, c'était pas ma console à titre personnel, tu vois, je la possédais pas et je n'y avais pas accès, entre guillemets, sans que mon père, à cet âge-là, évidemment, démarre la télé et la console, hein, je comprenais pas trop, tu vois, 4-5 ans, tu vois, je comprends pas trop, mais j'ai des bribes, des vagues. Ça, c'est Double Dribble, il me semble. Double Dribble, exactement. Et je l'ai encore d'ailleurs dans ma collection de mon papa. Voilà pour la petite anecdote. Et tu sais, t'as des bribes de souvenirs, t'as des vagues de souvenirs. Je veux dire, quand t'es gamin, je m'en souviens plus très bien à ce niveau-là. Mais c'est vraiment la console que j'ai possédée en premier qui m'a le plus marqué. Cette 64, cette 3D. J'ai eu la 64 avant la PlayStation 1. Et donc pour moi, c'était le passage, entre guillemets, d'une génération à une autre, quoi, de la 2D que je voyais sur la SNES à la 3D, quoi. Et donc pour moi, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Voilà, donc après, il y a eu Mario Kart 64, Diddy Kong Racing, des parties endiablées avec mon voisin. Il y a eu GoldenEye 007 avec mon papa. Il y a eu Banjo-Kazooie. Il y a eu vraiment Rare a beaucoup impacté ma vie de gamer. Et bien évidemment, bon, on le voit derrière, hein, là-bas, Conker's Bad Fur Day. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un titre qui a impacté ma vie au point que ce soit mon nom YouTube, sur mon nom YouTube. Donc voilà, tout simplement. Très bien, très bien. Je me demande qui Rare n'a pas réussi à impacter à un moment ou à un autre, dans notre parcours de joueur. Ah mais voilà, moi c'est clair, Donkey Kong Country, effectivement, ça sera mon souvenir, on va dire. Je vais pas rester sur moi parce que c'est vous les invités, donc c'est à vous de me balancer tous vos souvenirs. Moi, j'ai juste la petite anecdote. Je me rappellerai toujours de Donkey Kong Country. À l'époque, j'avais pas l'argent pour pouvoir me le prendre, et en fait, j'avais vendu des jouets dans un vide-grenier, et j'avais fait 2-3 ronds. Et il y avait un mec qui vendait le jeu en boîte à côté. Et du coup, en fait, j'avais vendu des jouets pour m'acheter le jeu sur SNES. Et le soir même, j'avais commencé à le jouer. Et je me souviens encore parfaitement de la sensation de découvrir un jeu qui est fantastique, qu'on n'a jamais vu avant. Et qui procure une... Je sais pas comment vous expliquer, c'était cette sensation de bien-être, le jeu était tellement beau, il était tellement classe, c'était un platformer, j'adorais ça, j'adore toujours ça, et ça a été une expérience de fou pour moi, j'adorais Donkey Kong Country, j'adore toujours ça, et j'aime. Tu as la cassette ou pas, Fred? Oui, la cassette où il montre. Elle est incroyable cette cassette. Quand j'étais petit, elle était dans Player One. Elle était dans Player One. Ah. Et effectivement, le truc, c'est que vous savez, je pense que Donkey Kong Country, entre nous, je pense que c'est un jeu qui est intemporel. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces jeux qui, dans 30 ans, 40 ans, eh bien, on pourra quand même continuer à y jouer et à prendre du plaisir à jouer à ce jeu. Vous voyez ce que je veux vous dire, c'est ça. Ça ne sera peut-être pas le cas d'énormément de jeux, mais Donkey Kong Country fait partie de ces jeux qui ont d'abord fait évoluer le jeu vidéo, mine de rien, vraiment. Déjà en termes techniques, qui a travaillé dessus, techniquement c'était exceptionnel. En termes techniques, et puis en plaisir de jeu. C'est comme ça, on pourra dire tout ce qu'on veut, on pourra faire la guerre des consoles, on pourra être pro Sega, on pourra être n'importe quoi. Donkey Kong Country restera pour moi l'une des plus belles expériences vidéoludiques. Voilà, moi c'était mon petit commentaire par rapport à Donkey Kong Country, parce qu'on a parlé de Rare, mais Fred, les OST de David Wise, c'est quelque chose. L'OST de ce jeu, le monde aquatique, les gars, le niveau aquatique. Voilà, j'allais dire, tout le monde se rappelle de la musique du monde aquatique. Si vous avez envie de vous endormir tranquillement, vous mettez les musiques des mondes aquatiques dans les Donkey Kong Country, il n'y a aucun problème. Du coup, alors, Kokarax, on a eu, toi, ton expérience, vraiment. Je vais passer à Chris et on finira sur Edouard. Alors, Chris, toi, quelle a été ta première approche? Quels sont tes souvenirs les plus lointains en termes de jeux vidéo? Alors moi, je suis jeune, hein, je suis né en 93, du coup, moi, à partir de 2-3 ans, ça a été 94, 95, 96, c'était directement l'arrivée de la PlayStation. Et en fait, c'est mon père, pareil, qui jouait. Et moi, le premier souvenir vraiment de jeu vidéo, si je peux réfléchir, c'est Lara Croft, qui du coup a particulièrement marqué ma jeunesse, comme celle de beaucoup, à mon avis, de personnes. Avec mon père qui jouait, je voyais cette nana qui quand même, du coup à l'époque, hein, quand même été quand même assez attirante, on va dire, et qui partait à l'aventure autour du monde. C'est magnifique.
Voilà, mais quand j'étais jeune, je m'en rendais pas compte, tu vois. Moi, je voyais juste une fille qui était incroyable, qui ne reculait devant rien. Et mine de rien, c'était très fort à l'époque, je trouve, parce que en termes d'impact, c'était une meuf qui, voilà, ça y est, elle était aussi forte que les mecs, etc. Et ça, je trouve que, mine de rien, il y a toujours le côté un peu Lara Croft où on se dit, ouais, c'était un peu sexy, c'était un peu juste pour la mettre, Ouais. enfin, l'icône et tout. Mais à l'époque, putain, tu te dis quand même, c'était, même si c'est ça, bah, c'était un peu la meuf qui pouvait rivaliser avec les mecs, qui avait pas peur de, bah, je crois rabattre dans le premier d'ailleurs, de castagner des gars, de rivaliser avec des gars, de tuer des gars, d'y arriver, elle affrontait des T-Rex et tout. Et pour moi, j'étais déjà comme ça, genre, bon voilà, moi j'étais petit, j'étais amoureux d'elle et tout. Et c'est tout le souvenir que j'ai, c'est mon père devant Lara Croft. Et en fait, une fois, on est allé en magasin et avec mes parents, c'est toujours le rituel. C'est que ma mère allait vraiment faire les courses. Avec mon père, c'était on allait au rayon jeux vidéo. Et là, on va dans un rayon jeux vidéo, puis il prend une PlayStation, il a des seins, et puis il me la met dans les mains. Alors moi, je comprenais pas parce que mon père en avait une et tout. Il me fait, bah voilà, c'est la tienne. Et là, dans ma tête, il y a tout qui s'arrête en mode, oula, comment ça, c'est la mienne? Et on est rentré, et mon premier jeu Crash Bandicoot 2. Donc voilà, donc c'était en 97. T'as Et bien donc commencé 97, quand même, j'avais hein? 3 ans. Crash Bandicoot Ah ouais, 2. non, mais et c'est pour ça, tu vois, bah, je crois, on le voit Contexte. derrière, hein, on voit derrière. C'était Crash, ça a été mes directs. C'est pour ça que le 4, j'attendais tellement. J'ai eu la chance de pouvoir le tester un peu en avant-première. Et puis voilà, enfin, c'est parti. Et je me souviens de choses. C'était Crash Bandicoot 2, puis Crash Bandicoot 3, et le jeu qui a vraiment marqué ma vie, qui est sorti en plus le jour de mon anniversaire, le 20 octobre, c'était Crash Team Racing. Là, par contre, je me souviens où, en plus de faire des parties avec mon père, je faisais des parties aussi avec mon oncle. On avait le fameux multipad à 4, on jouait à 4, et c'était des Ouais. batailles et tout. Et c'est en fait où c'est aller plus loin que jouer avec mon père ou jouer seul, c'est que la famille, des personnes qui, pour moi, voilà, avaient 30, 40 ans, et dans ma tête, moi, j'étais un gamin, je les voyais jouer aux jeux vidéo, je me suis dit, mais bordel, voilà, je faisais du foot le week-end, je faisais des activités scolaires avec ça. Mais là, c'est la première fois qu'en fait ma famille se réunissait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et c'était des rires, c'était des fois bah, de la rage, hein, parce que on a beau passer du bon temps, bah, les batailles pouvaient être très frustrantes. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et voilà, et c'est pour ça que bah, c'est parti de là. Après, j'ai été très PlayStation parce que bah, j'étais jeune. Donc moi, c'était un peu comme toi, Fred, hein, je devais malheureusement revendre mes consoles parce que la PlayStation, c'était la première console que mes parents m'ont offerte. Ils m'ont offert la Game Boy Color. Après, il fallait que je me débrouille. Donc, la PlayStation 2, il a fallu que je me l'achète. Et donc, j'avais 7-8 ans. Donc, bon, ils m'ont un peu aidé forcément, mais il a fallu que je vende ma PlayStation, mes jeux PlayStation. Ça a été une douleur pour moi. Et puis, j'ai eu ma PlayStation 2. Et là, j'ai eu beaucoup de souvenirs avec mon père sur Soul Calibur, où on faisait des week-ends entiers sur Soul Calibur. C'était incroyable. Et un peu comme ton papa à Conquer, moi, après, mon père, il a un peu arrêté à ma grande déception parce que c'est vrai que c'était cool. Là, maintenant, lui, il est plutôt jeu tablette, on va dire. Mais là, toujours, voilà, enfin, dès qu'il voit un peu passer sur mes réseaux sociaux, il m'envoie un message. Ah, mais il y a un nouveau Crash qui est sorti. Bah ouais, et tout. Donc, c'est cool. Mais voilà, moi, c'est vrai que moi, mon enfance se résume à la PlayStation et Crash Bandicoot. Et c'est pour ça, en fait, enfin, voilà, comme je dis, derrière, ça se voit. Bien sûr. C'est vraiment la mascotte qui m'a accompagné et à laquelle je suis tellement attaché. Il suffit que même dans la rue ou dans mon truc, je vois un petit Crash, et j'ai mon petit cœur qui palpite en mode c'est mon pote. Je pense que c'est normal, c'est normal. On grandit tous avec une licence, peut-être, qui est une licence de cœur. Moi, j'ai pas honte de le dire, c'est Castlevania. J'ai toujours aimé la licence Castlevania parce que j'ai commencé avec mon premier sur NES, avec le Vampire Killer, je crois, ou le Haunted Castle sur MSX. Du coup, ça m'a toujours suivi. J'ai toujours aimé. Bon, c'est une licence morte malheureusement pour moi à l'heure actuelle, mais moi, ça a toujours été une licence de cœur. Donc, je peux comprendre cet amour que l'on a pour quelque chose qui nous a marqué dès le début. Édouard, toi alors? Moi, j'ai commencé mon tout premier jeu, c'était comme Conquerax, c'était sur NES, c'était Kung Fu, l'adaptation de Kung Fu Master sur NES. Oui. Et c'était effectivement mes grands frères qui jouaient à la NES, ouais, génial. Et effectivement, moi j'ai toujours eu une génération de retard, c'est-à-dire que j'avais des grands frères et dès qu'ils se procuraient une console, quand ils se sont procurés la Super NES, bah, j'ai récupéré la NES. Quand ils se sont récupérés la PS1, moi j'ai récupéré la SNES. Et pendant longtemps, j'ai grandi, j'ai joué avec les jeux que je pouvais récupérer de mes grands frères. Et je dis toujours que je pense que ma passion du rétro gaming vient de là. Aujourd'hui, je joue avec une PlayStation 3. Non, ça c'est une blague, je plaisante. Mais non, voilà, c'est vraiment. C'est mon. Il est mon décalé, tout premier cet jeu, homme. ouais. Exactement. Non, c'est pour ça qu'il n'a pas fait Crash 4.
Et voilà, ouais, j'attends que Crash 5 sorte et non, voilà, je joue à Twinsanity un petit peu et puis. C'est ça. Ça va être un peu dur. Mais laissez-le parler, putain. Non, mais voilà, j'ai grandi, donc j'ai commencé avec Kung Fu Master et toujours une génération de retard. Et ensuite, moi, si je devais parler d'une licence coup de cœur, je pense que je parlerais des Mario. Super Mario Bros, Super Mario World, Mario 64. Mario Sunshine, j'ai un peu moins apprécié. Il y a débat souvent sur cet opus. Et puis alors la Mario Galaxy, la claque. Et mon rêve, moi, ce serait pas un Crash 4, même si c'est hyper chouette, un Crash 4. Mon rêve de rêve, ce serait un Mario Galaxy 3. Alors là, je lâche direct le bifton pour avoir le jeu en avant-première. Et bah, tu sais quoi, c'est marrant que tu dis ça, Edouard, parce que Nintendo vient de faire une annonce. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'était pour voir. C'était l'ascenseur émotionnel, Edouard. C'était pour voir ton visage, là, à ce moment-là. Je t'ai vu, là, t'as commencé à soulever les yeux comme ça, t'as fait. Quoi? Moi, j'ai loupé ça, j'ai loupé ça. Ça aurait été cool, tous les autres auraient suivi, fait quoi et tout. J'aurais vu le bonheur dans tes yeux. Galaxy 3 en plus, de la déception. Voilà. C'est du génie. le 2, quoi. Le level design, pareil, c'est du génie. Pour vous, je sais pas pour vous, mais moi, Mario Odyssey, petite déception quand même, globalement. Ah non, moi, Mario Odyssey, j'ai ultra kiffé. Moi, je l'ai aimé, je l'ai beaucoup aimé, mais je trouve qu'en fait, il est simple, il est plus simple. Très simple. Moi, quand tu passes de Mario Sunshine à Mario Odyssey, c'est entre la mort et la renaissance. C'est comme si tu vas. Mais en même temps, c'est comme si tu passais de Dark Souls à Uncharted, quoi. Enfin voilà, tu vois, c'est. Il y a une différence, quoi, tu vois. Le Sunshine, on peut dire ce qu'on veut. Si ce jeu, vous savez quoi, je vais pas vous mentir, je pense que le Sunshine, il est aimé quand même. C'est un bon Mario. Mais si le Sunshine avait eu la difficulté d'un Mario Galaxy ou d'un Mario Odyssey, mais le jeu, il aurait été dans le top 3 de tout le monde. Ah oui. Je pense qu'il aurait été dans le top 3 parce que le jeu, il était génial. Il avait des problèmes de caméra aussi. Ah oui, il avait des gros soucis de. Mais je pense que si on avait un petit peu mieux géré la difficulté pour le Sunshine, je pense que quand même, à mon goût, il a eu la malchance de passer après Mario 64 et on avait reçu une telle claque avec Mario 64 que c'était très 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 compliqué de retrouver ces sensations-là. Ils ont essayé, ils sont repartis un peu dans le même thème, mais je sais pas. En tout cas, pour moi, la magie n'a pas opéré. C'est pas une question de difficulté. Et après, du coup, alors, il y a eu un truc qui était très intéressant avec Mario Sunshine, c'est que moi je trouve qu'en fait c'est une certaine révolution. Il y a une certaine partie qui est une révolution technique. C'est au niveau de l'eau, etc. Enfin, on se souvient tous de l'eau de Mario Sunshine. C'est un truc, on dirait, qui a marqué énormément de personnes. On disait que la GameCube n'était pas capable de telles prouesses. Et en fait, quand aujourd'hui encore on y rejoue, même dans les versions un peu reliftées là qui sont sorties, Super Mario 3D All Star, on se dit putain, quand même l'eau. C'est bête, hein, mais oui, entre guillemets, mais ça compose, enfin, ça fait partie vraiment du thème vacances, etc. La mer, et je trouve que c'était incroyable parce que l'eau fait partie intégrante du jeu. Il y a aussi un truc, que l'on retrouve, qui ne retrouve pas nécessairement dans les autres, et qui est assez énorme, c'est qu'en fait, finalement, dans Mario Sunshine, il n'y a pas de costume qui lui donne des pouvoirs particuliers. C'est juste en fait le jetpack qui évolue. Mais il n'y a pas de costume comme dans les autres Mario. En fait, moi, Mario Sunshine, pour moi, c'est un spin-off, si vous préférez. Pour moi, c'est un genre de. Non, mais tu vois, c'est un genre de Mario qui n'est pas un vrai Mario finalement. C'est un Mario avec un gameplay de Mario, mais qui se veut dans un univers particulier. Un petit peu comme le Super Mario Land et le Super Mario Land 2 sur Game Boy, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu les vacances de Mario, quoi. Ça représente les vacances de Mario. C'est les vacances galères. C'est Mario et Martine à la mer, quoi, tu vois. Il n'y a pas de souci. Aucun problème de ce côté-là. Mais oui, moi je suis d'accord. En fait, je remarque qu'on a chacun comment dirais-je, une génération de consoles. Vraiment. Une génération de consoles de l'amour. Et moi oui, c'est pareil. Moi, le truc, c'est que c'est plutôt, je dirais plutôt que ma première expérience, en plus de l'Amstrad CPC 464 et de la MSX, parce que c'est vraiment là-dessus que j'ai commencé à jouer, que ce soit sur Carnov ou Grisor. Et ça, peu de gens s'en rappellent, mais Grisor, c'est le nom que l'on a pour Probotector en Europe, qui n'était pas sur Amstrad et autres PC. Et je me rappellerai toujours, j'étais en primaire et j'allais chez un ami qui s'appelle Guy Marchand, et c'est pas une connerie.
Non, il s'appelle Sylvain Marchand, excusez-moi. Sylvain Marchand. Sylvain Marchand. Donc c'était une connerie, d'accord. Sylvain Marchand, et je me rappelle de lui parce que j'allais chez lui, et en fait, il me dit, regarde, moi j'ai une console, et il me dit, c'est la Master System. Et en fait, on a joué pendant des semaines, les amis, des semaines à Shinobi. On n'arrêtait pas de jouer à Shinobi sur Master System pendant des semaines. Et je vais vous redire la même anecdote que j'ai dit tout à l'heure à Senka, mais j'étais à l'époque, j'avais pas de console et j'avais un Amstrad. Et là, Amstrad décide de sortir une console, la GX 4000. Et du coup, pour ceux qui n'étaient pas à la conférence de Senka, je vous redis l'anecdote. Je vais voir mes parents, je leur dis, papa, maman, on a l'évolution, d'accord? L'évolution du CPC 464 et du CPC 6128, c'est-à-dire la GX 4000, la console à cartouche, s'il vous plaît, maman, papa, je la voudrais pour Noël. Et là, mes parents font OK, point de souci. Et Noël arrive, je suis tout excité à l'idée de jouer à ma console Amstrad qui ne marchera jamais. Et je déballe, et là je tombe sur un pack NES Tortue Ninja. Et je vais redire exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Je tenais à remercier encore une fois mes parents. Merci encore à eux. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Parce que grâce à eux, mais en même temps, Gamer Collection, qu'est-ce que tu n'as pas chez toi? Depuis tout à l'heure, je sors de jeu, il me dit, oui, il y a le full set de ça. Là, je viens de dire le GX 4000, oui, c'est en boîte. Qu'est-ce que tu n'as pas chez toi? J'ai 1 million d'euros chez vous, ok? Si tu veux, moi j'ai une maison et c'est un musée. J'ai tout en boîte. Qu'est-ce que tu n'as pas? Et du coup, voilà, je remercie mes parents parce que grâce à eux, j'ai loupé la GX 4000 et j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien, n'est-ce pas? Ah oui. Et c'est ce qui m'a plongé, sur la NES et tous les jeux qui en découlent et autres. Et voilà. Et je ne sais pas si vous avez connu cette période, si vous l'avez peut-être connu, peut-être moins, toi, Chris, peut-être un peu plus Conquerax et Edouard, mais vous avez connu cette période où quand vous alliez aux courses à Continent, avant que ça n'existe plus, avant que ça s'appelle Carrefour, Continent et Mammouth, avant que ça s'appelle Auchan, d'accord? Donc on allait à Continent et à Mammouth, et en fait, quand on arrivait dans le rayon, vous vous rappelez, on allait faire les courses avec nos parents, et là, on savait qu'il y avait des bornes de jeux vidéo. Et on disait, bah tu sais quoi, papa, maman, allez faire les courses, moi je reste au rayon jeux vidéo, et en fait, ils faisaient les courses, et toi, nous, on restait. Et ça, vous savez, c'est peut-être con pour vous maintenant. J'ai une petite anecdote, si tu veux, une petite anecdote sympa. J'étais à... Oh, je sais pas si... J'étais, en fait, mon père, tous les lundis, mon père faisait les courses. Et on allait à Géant Casino. Alors nous, c'est bon. Géant Casino, Casino, ça, je crois que ça a toujours été Casino. Je suis pas sûr, mais... Et on allait au Géant à côté de chez nous, à Marseille. Et en fait, je me rappelle, toutes les semaines, il y avait un grand bac en plein milieu du Géant. Et il foutait des jeux sous blister rigide, mais il foutait des jeux qui étaient en promo. Parce que tu sais, à l'époque, voilà, tu tirais le blister rigide comme ça du rayon. Aujourd'hui, quand on en parle, ça fait quelque chose, parce que le blister rigide, c'est un truc qu'on voit plus. Mais tu tirais le blister rigide, voilà. Et je me rappelle, il y avait un bac à 15 €. C'était 15 francs, enfin, je sais plus combien c'était en francs à l'époque, donc c'était combien? C'était l'équivalent de 15 € quoi. Et parce que vu qu'une cartouche 64 ça valait 600 francs des fois, enfin c'était ultra cher par rapport à la Play. Voilà, la Play c'était 350 francs, plutôt les jeux 400 francs, je me rappelle, et les cartouches étaient plus chères toujours. Et une fois, je me rappelle, j'y vais comme ça, et alors je fouillais, tous les lundis, je fouillais dans ces bacs et tout, c'était un truc de malade. Et une fois, j'avais tanné mon père pour qu'il m'achète Micro Machine sur Nintendo 64 sous blister rigide. Je me rappelle encore de Destroy le blister rigide avec mon ciseau, putain, quand aujourd'hui j'y pense. Ah ouais, non mais les gars, ça c'est l'expérience qu'on a tous eu, hein. C'est horrible. Ce beau Super NES, ce beau jeu Super NES avec ce blister rigide. Bah tiens, le coup de ciseau, parce que j'ai envie de jouer à mon putain de jeu, tu vois. Mais tu vois, s'il y avait ton moi de 40 ans qui serait venu derrière toi, qui t'aurait mis une calbotte en disant, mais gars, qu'est-ce que tu fais là? Le jeu il est en boîte, tu ne le touches pas, putain. Mais on les jetait les boîtes. Moi, ma mère, elle voyait les boîtes de jeu. Ouais. Elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais avec ces boîtes de jeu en carton? Enfin, elle voulait les jeter. Alors moi, je me rappelle, j'ai encore retrouvé ma boîte de Banjo-Kazooie qu'elle avait voulu jeter, mais qu'elle avait écrasée sous une pile de livres. Et je l'ai retrouvée dans la cave des années après, quand je recommençais ma collection, et j'étais écœuré. Je voyais la boîte écrasée.
Et en les fait, jeux Game Boy, les jeux Game Boy. Ah ouais, les jeux Game Boy, les gens, il est jeté les boîtes et les notices. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la boîte est là-dedans. On se doutait absolument pas que ça pourrait un jour avoir une valeur sentimentale. Moi, je sais que je suis pas collectionneur, mais j'ai conservé vraiment tous mes jeux d'enfance. Mais par contre, c'est que des cartouches. J'ai aucune boîte. J'ai que des cartouches Super NES, cartouches NES. Mais j'ai vraiment plus aucune boîte. C'est pareil. Et même en Game Boy, j'avais tous les Pokémon et du coup, je les ai tous. En fait, c'était limite un emballage. C'est-à-dire que le. Ouais, non mais je sais. Tu vas. Je sais. Monte pas trop ça, Fred, parce que les miens a pris l'eau. Et le mien a pris l'eau en déménagement. S'il te plaît, ne monte pas trop la Pokémon version bleue. Et le jaune a pris tellement l'eau que je mettais les doigts comme ça sur le carton. Il était encore humide. Et dis-toi, à chaque fois que je touchais le carton s'enlevait. Mon doigt collé à mon doigt et s'enlevait. J'étais en train de chialer. J'ai chialé, j'ai gardé que la cartouche qui a pas trop été touchée. Je t'enverrai pas les photos de la collection de Zam alors, tout en boîte alors. Non, ça va, c'est gentil. Merci beaucoup. En fait, sur Game Boy, moi quand j'étais gamin, c'est limite je comprenais même pas que c'était une boîte. C'est-à-dire que t'arrivais sur PlayStation, t'avais une boîte en plastique et tout, tu comprenais pour le CD. Mais en fait, comme plus la Game Boy c'était des cartouches, pour moi en fait c'était un emballage. C'est-à-dire que j'arrivais. Je déchirais le truc, je me mettais dans mon truc et après tout partait à la poubelle. Et des années plus tard, tu te dis, mais. Et même des trucs, tu vois, comme le fait qu'en fait je devais vendre mes jeux pour en racheter d'autres, mais j'ai tellement de jeux sur PS1, PS2 et PS3 avec mon père. Du coup, on avait une belle collection en fait, on avait tout vendu et tout. Du coup, maintenant, je dois les racheter. Et ça me fait un peu mal parce que bon, même si maintenant, voilà, j'ai le full set Crash Bandicoot, j'ai tout ça, mais. Ça te fait mal, j'ai le full set Rockstar Games, tu vois, mais ça fait mal parce que tu dis c'est pas les jeux d'origine que tu as eu, tu vois, c'est pas ceux que tu as possédés. Après, tu sais que pour ta défense, Chris, pour les jeux Game Boy, il faut savoir que les jeux Game Boy, ils étaient quand même dans ce boîtier transparent blanc. Tu vois, ce boîtier transparent. Donc, du coup, effectivement, ça pouvait prêter à confusion. Quand tu as un minot, tu dis, moi, je m'embête pas avec la boîte en carton, puisque j'ai déjà mon jeu qui est protégé dans une boîte en plastique. C'est ça, c'est ça. Mais après, sur PS1, on avait aussi, on l'a tous eu, tu sais, les espèces de classeurs de CD où tu mettais que le CD dedans. Tu sais, genre, tu vois ce truc ou pas? Et alors ça, moi, quand je vais dans les vides-greniers, j'en trouve encore plein. T'as que le CD en loose, mais les mecs ont jeté leur boîte et leur notice, rien à foutre. Quand ils avaient le petit classeur pour mettre leur CD, c'était l'amener partout avec tes potes et tout, t'amenais ton petit CD et c'est tout, quoi. Et tu jouais. Parce qu'aujourd'hui, ça ne deviendrait pas l'idée de prendre ton jeu PS4, de le mettre dans un truc et de jeter la boîte. Tu vois, c'est ouf, tu vois, quand même. C'est pire parce que moi je me rappelle d'une époque, donc l'époque charnière entre la SNES, la Mega Drive, tout ça, et la PlayStation, en fait, où à cette époque, j'en avais parlé avec Marcus pendant une masterclass, à cette époque, il n'était pas rare de trouver dans des poubelles des Super Nintendo avec des jeux et autres, parce que les gens n'avaient pas, comme maintenant, la possibilité d'aller les revendre ou de se faire des thunes avec. D'accord? Parce qu'il existait très peu de revendeurs ou autres. Et du coup, en fait, le truc, c'est que les gens préféraient jeter, ou garder, mais c'était très rare, mais jeter pour se prendre une Play ou autre. Et du coup, à cette époque, tu faisais le tour de poubelle, et tu pouvais tomber sur des consoles en boîte, tu pouvais tomber sur des jeux en boîte, mais c'est n'importe quoi, Les déchetteries, les gars qui ont trouvé des trésors, ceux qui bossent en déchettes et tout, moi j'ai vu des retours de déchetterie à l'époque, il y a peut-être 6 ans quand je recommençais ma chaîne YouTube, il y a encore 6 ans, il n'y avait pas cette hype qu'il y avait encore autour du rétro. Moi j'en allais dans les vides-greniers, il y avait déjà, mais j'allais dans les vides-greniers, je trouvais des 3 Mario Sunshine par vide-grenier, hein, ça m'est arrivé, des Pokémon en pagaille à 50 centimes, des trucs comme ça. Et moi je me rappelle, les gars dans les forums, dans les déchetteries, ramenaient des trucs incroyables, des jeux Super Nintendo, même avec la boîte. Hein. Il y avait des mecs qui jetaient avec la boîte, qui mettaient leur jeu dans la boîte encore et qui l'achetaient. Et genre c'est un truc que t'as jamais vu, quoi. Le mec il pense à ranger son jeu à l'intérieur et il jette tout, quoi. Et tu te dis c'était ouf. J'étais choqué, quoi. Et en bon état. Moi je voulais savoir. Moi je voudrais savoir. Je vais vous poser cette question à tous les trois. Demain, vous avez la possibilité de retourner dans le passé, dans les années 80-90, le firmament du jeu vidéo rétro. On vous laisse le choix de récupérer 3 jeux en boîte que vous ne toucherez pas. Ce sera les objets phares de votre collection. 3 jeux dans ces années 80 ou 90. Conquerax, à toi. Oh, c'est extrêmement dur. C'est-à-dire que tu les aurais en neuf sous blister rigide? Si c'est des. Neuf sous blister, jamais touché, ces 3 jeux, voilà, comme ça.
suis obligé de te parler d'un regret que j'ai, c'est Conker's Bad Fur Day, parce que je l'avais dans les mains sous blister rigide. Ma mère m'a dit jamais je mets 850 francs dans une cartouche, jamais. Du coup, si tu veux, si tu veux, genre quand je l'ai montré, j'ai dit maman, c'était mon pote en fait qui avait Conker's, j'étais allé jouer chez lui et j'étais allé au Carrefour justement, le fameux avec elle, alors pas Casino à Carrefour du coup, et alors là je le tire comme ça, il y en avait 3, je m'en rappellerai toute ma vie, blister rigide jaune. Voilà. Et putain, je lui montre et elle me dit non, jamais, c'est trop cher, ça vaut une fortune. Et donc voilà, j'ai ce regret là déjà. Il faudrait qu'on élimine ta mère dans le passé, c'est ça? Non, quand même pas. Non, la pauvre. Mais je comprenais ça. C'est très cher après ça. Oui, voilà, ça fait déjà un jeu. Après, ok, les deux autres. Après, c'est soit tu la joues en mode tu prends le jeu qui vraiment cote aujourd'hui une fortune et que tu te dis bon bah j'ai une fortune à la maison. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que si moi je t'aurais dit quoi, Fred? Je t'aurais dit quoi, Fred? Non mais tu te serais fait un Castlevania Vampire Kiss ou Blister Rigid. C'est sûr que c'est sûr que bon, t'es content quoi. Là, t'es content. Tu rigoles, je pense pas que c'est le jeu que j'aurais pris. On va en parler après. Mais vas-y, continue pour tes deux jeux. Mais c'est pas le meilleur des Castlevania, donc c'est vrai que voilà. C'est très dur, c'est très dur ce que tu me demandes là parce qu'il y a tellement de titres que peut-être j'aurais. Ah oui, c'est dur, bien sûr que c'est dur. Attends, je réfléchis. Attends, je regarde juste, je tourne la tête. Allez, on va passer à Chris. Alors, vas-y. Alors, réfléchis. On va passer à Chris et après je réfléchis. Parce que là, c'est trop dur. Alors moi, je suis pas comme Conker. Je suis pas riche, donc je pense pas à l'argent. Je vais penser au côté passion, tu vois. Au côté passion. Moi, je pense que je prendrais je reprendrais Crash Team Racing pour avoir mon vrai jeu et pas celui que j'ai pu racheter. Il y aura donc un jeu qui s'appelle Ski Crazed. Est-ce que tu connais? Ski Crazed? Ça, celui-là, je suis Crazed. C'est le tout premier jeu Naughty Dog sur Apple II. Et du coup, en fait, et c'est un jeu tout pourri, hein, enfin tout pourri. Il est sorti en 1986. Ça s'appelait même pas Naughty Dog, ça s'appelait Gem Software. Et ça a été fait uniquement par Andy Gavin et Jason Rubin. Et en fait, ce serait vraiment, on va dire, pour le côté, je pense que c'est le jeu que je ne retrouverai plus jamais maintenant, parce qu'en plus, ça avait été édité à moins de 100 000 exemplaires, etc. Donc, pour le côté passion de Naughty Dog, j'aurais pris celui-là. Et le troisième, il est derrière moi. De ce côté-là, ça va être le Mega Drive de Michael Jackson sur Mega Drive, parce que je suis trop fan de Michael Jackson. Et voilà, de Moonwalker, parce que là, je l'ai retrouvé et tout, mais j'aurais bien voulu, tu vois, avoir la version, c'est la version d'époque, mais l'acheter à l'époque, etc. Donc voilà, ça, je pense que ça aurait été ces 3 jeux pour le côté, le côté fan et le côté, voilà. Ok, très bien. Edouard, alors? Moi, je vais te décevoir, Fred. Non, mais tu sais... ne dis pas ça, Edouard, tu ne me déçois jamais. Ne dis pas ça. Tu sais que je suis un passionné de rétro gaming, c'est vraiment un truc qui me fait vraiment vibrer, mais je suis pas collectionneur et je m'en tape un peu de posséder des jeux sous blister ou quoi. Donc franchement, qu'est-ce que je fais là si je peux retourner dans le passé? Je me renseigne vite fait, c'est quoi les jeux qui cotent le plus? Je retourne dans le passé, je prends les 3 plus chers et je les revends là en revenant, quoi. Donc c'est vraiment ce que je ferais. Mais bon, je vais quand même répondre à ta question. Ça me fait plaisir. Quand même, j'ai quand même prêté au jeu. Du coup, le mec, il n'a pas de filtre. Moi, je prends les jeux les plus chers du monde, je reviens dans le futur et je me fais banquer. En vrai, Fred, c'est pas con parce qu'après tu peux te racheter toute une collection derrière. Donc franchement, c'est pas difficile. Non, mais en vérité, il faut être il nous fait Marty McFly avec l'almanach. Non, mais voilà, tu vois là, l'almanach, si tu peux choper les numéros de 1 million, tu les prends pas, mec? Tu les prends. Attends, tu les prends. Si on te dit, vas-y, choisis, mec. Mais non, mais ouais, du coup, pour revenir sur 3 jeux, je prendrais Kung Fu Master du coup sur NES pour dire allez, j'ai mon premier jeu, je l'ai en boîte, en physique. Le Donkey Kong Country, on en a parlé tout à l'heure sur Super Nintendo, parce que beaucoup d'émotions sur ce jeu, beaucoup de nostalgie. Et puis aussi pour un autre gros jeu coup de cœur sur Nintendo 64, le Ocarina of Time. Ce serait bien cool celui-là aussi. Très bien. Donc voilà, ce serait bien le jeu. Parfait. Et donc toi, le Fred, mon Fred, tu fais quoi? Mais vous savez que j'ai envie de vous dire que c'est c'est très dur pour moi. C'est très dur pour vous dire. Alors je dirais Super Castlevania 4 en blister, vraiment, full 9.
je pense, parce que c'est mon jeu de prédilection sur SNES, donc ça, je serais pas du tout objectif. Je dirais Mario Bros 3. 9, vraiment, parce que c'est aussi l'un de mes Mario, peut-être même mon Mario préféré, voilà, donc ça c'est sûr. Mais c'est très très dur, hein, parce que je pourrais vous en citer 25 là. Le problème il est là, le problème il est là. Et je dirais, alors je vais mettre un bonus. Et le troisième jeu, je dirais Mega Man X. Ah ouais. Alors, pourquoi Mega Man X? Je vous explique. Non, d'accord, le plus cher. T'es trop malin, Conqueror. Attention, hein. Alors, pourquoi le Mega Man X? Pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé que ce jeu, il avait tellement explosé l'aura de Mega Man. En fait, j'avais l'impression qu'un jeu était en train de ressusciter devant mes yeux. Mega Man X, il est juste incroyable. En termes de design, de gameplay, de rejouabilité, il est fantastique. Il est tellement fantastique que pour moi, Mega Man X jouit de la malédiction des 3 super jeux sur une Super NES, comme la licence des Donkey Kong Country. Tout le monde se rappelle du premier, mais les 2 autres qui ont suivi, ils sont super bien, mais ils n'ont jamais marché comme le premier. Et c'est exactement ce qui se passe avec Donkey Kong Country. Tout le monde adore la trilogie, mais tout le monde aime beaucoup le premier. Et au fur et à mesure, comme c'est des jeux qui sont arrivés très tardivement avec une PlayStation qui était déjà en place, eh bien, on préfère tous les premiers. Et Mega Man X, pour moi, c'est la même chose. Moi, j'adore ce jeu. Mais voilà, je ne serai pas objectif parce que je vous dirais en 4e position, je vous dirais le Castlevania Symphony of the Night sur PlayStation pour la simple et bonne raison que j'avais commandé le gros boîtier avec le manga dedans et le petit artbook et le CD. Et quand je suis arrivé dans mon magasin d'import, eh bien, il n'avait reçu que la version simple. Ça veut dire que je n'ai jamais eu la version collector que j'avais commandée et je n'ai eu qu'une version simple. Et quand je vois maintenant le prix de la version collector pâle sur eBay, ben, j'ai envie de mourir. J'ai envie de meurtre. D'ailleurs, moi, ça y est, j'ai mes jeux que j'aurais pris, hein, si tu veux. Vas-y, vas-y alors. Non, en vrai, j'y pense, mais en fait, moi, mon Pokémon préféré, c'est Or Argent et Crystal aussi, que j'ai beaucoup. Il est bon, aimé. il est bon ce Conqueror. Et je pense que Crystal, j'adore la boîte en fait avec Suicune. Or Argent. Pokémon Or Argent, voilà. Qui sont vraiment, mais la 2e génération, je trouve exceptionnelle. Et je trouve qu'on avait encore des Pokémon, il y en avait 251, mais tu avais encore des Pokémon qui étaient lisibles dans leur design et intéressants. Je trouve qu'après, on s'est un peu perdu, malheureusement. Ouais. Et aussi, Pokémon Crystal, que j'ai beaucoup aimé avec la boîte, avec Suicune, qui est magnifique. La cartouche est incroyable en cyan, comme ça, la transparente. Avec les paillettes et tout, qui est sublime. J'y ai beaucoup joué. Et la boîte, j'ai jamais eu. J'arrive jamais à la trouver à un prix correct, à un prix décent aujourd'hui. Et voilà. Tu sais ce que j'ai une anecdote là-dessus. Il y a 2 ans, j'ai fait un petit salon qui était à Vichy. Et en fait, c'est un salon où il y avait peut-être à l'intérieur, il y avait 40 personnes dans le salon. Et il y avait un stand rétro. Et le mec, il me sort un carton. Il me fait il y a un gars hier, il m'a vendu tout ça. Et il m'ouvre le carton. Et à l'intérieur, il y a tous les Pokémon Game Boy et Game Boy Advance en boîte nickel. Ce rêve. Oh putain. Écoutez, magnifique. Alors à l'époque et toujours maintenant, ma compagne Zam, elle est collectionneuse, elle est fan de Pokémon. Je regarde ça et je me dis, je peux pas en prendre. J'ai le cadeau de Noël. J'ai le cadeau de mariage. Je peux pas en prendre 1 ou 2 et laisser le reste. C'est pas possible. Non. Du coup, j'ai vendu mon enfant et j'ai pris le carton Pokémon. Alors non, je n'ai pas vendu mon enfant, mais j'ai fait un très bon investissement. Et du coup, maintenant, dans ça, là, la totalité des jeux qui existent, des premières, deuxième, troisième génération et autres Game Boy, dans une qualité exemplaire. Les jeux sont quasi neufs. C'était il y a 2 ans, un truc comme ça, 2-3 ans. Franchement, bravo. C'est pas au moment où tu as perdu un rein, toi, c'est ça? C'est le moment où je vivais dans ma voiture, c'est bien ça. Voilà, c'était toi le mec qui crêchait au parking à côté de chez moi. C'est ce moment où j'ai eu cette bonne OPSP avec Panzani.
Voilà. J'espère d'ailleurs qu'ils te verseront quelques arts pour les avoir cités. Je l'espère aussi. Tanzanie, si tu m'écoutes, merci à toi. Messieurs, c'est sur cette marque que nous allons nous quitter, puisqu'il est déjà 16h30. Et l'heure est passée à la vitesse de la lumière. J'espère que vous avez aimé, comme moi j'ai aimé hoster cette conférence avec vous, les amis. Conquerax, Chris Liberty, Edouard. Encore une fois, un gros merci. J'espère vous revoir de visu, vous voir vraiment ensemble. Sachez que je risque de monter sur Paris dans pas longtemps. Alors, si vous avez un créneau libre, qu'on se fasse un petit resto, ça peut être cool. Je vous le dis. Je fais ça comme ça en live, tranquille, tu vois. Mais je pense que ça peut être. Je suis pas de Paris, mais il faudra juste prévenir pour que je vienne à ce moment-là. Eh bien, écoute, ça sera avec grand plaisir, Chris. Merci à tout le chat qui nous a suivis pendant cette heure avec nos guests de qualité. Merci. Merci. Edouard, merci beaucoup. On peut vous retrouver sur Twitch, on peut les retrouver sur YouTube, bien entendu. Je vous fais des gros bisous, les amis, et restez